Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette séquence relative aux préparations des épreuves de concours de recrutement des enseignants cadres des académies, session 2022. Alors, on va parler dans un premier temps du descriptif qui concerne l'épreuve de la didactique des mathématiques plus particulièrement, une épreuve qui est supposée dérouler dans la limite de 2 heures. Et puis, dans un deuxième moment, on va faire une lecture des notions didactiques de base qu'un candidat devrait impérativement les connaître pour un tel concours. En l'occurrence, je tiens à signaler que le livre référence utilisé dans cette séquence est intitulé Pour réussir son examen de didactique des mathématiques, sauf que en tant que futur enseignant, ce n'est pas peut-être nécessaire de l'acheter ou bien d'avoir la version papier de ce livre. C'est suffisant ce que je vais partager avec vous. Alors, en ce qui concerne les références, donc on peut citer le descriptif de licence d'éducation mathématique. Et donc, pour les étudiants titulaires d'une licence de l'éducation mathématique, ils ont déjà vu lors de la session 4 et je pense la session 6, un module intitulé Didactique des mathématiques. Donc, ils ont déjà fait le tour de ces concepts de base à l'encontre des étudiants titulaires de licence fondamentale. Et donc, c'est l'occasion pour faire le tour de ces notions. Une deuxième référence aussi importante, peut-être pour un examen un entretien oral, ou bien la partie orale de l'épreuve, plutôt de concours, est ce livre intitulé, c'est écrit en arabe, توجيهات تربوية والبرامج الخاصة بتدريس مادة الرياضيات في التعليم الثانوي التأهيلي, un livre que vous pouvez le télécharger depuis le net, il est tellement disponible en abondance. Alors, pour le descriptif qui concerne l'épreuve de la didactique, alors il y a d'abord le sous-domaine 1, et puis dans une deuxième séquence, dans une deuxième vidéo, selon votre demande, on va parler de sous-domaine 2 et ainsi de suite, sous-domaine 3. Alors, ça concerne les concepts et notions de didactique des mathématiques de base. Comme j'ai déjà signalé, des notions qui ont été déjà vues par l'ensemble des étudiants titulaires d'une licence de l'éducation mathématique. En ce qui concerne les contenus, alors on va parler, c'est ça l'objectif de cette séquence, on va voir qu'est-ce qu'on entend par le contrat didactique. Qu'est-ce que c'est qu'une variable didactique? Qu'est-ce que c'est qu'une représentation ou bien une conception? Et quel est le sens de niveau de formulation d'un concept mathématique? Qu'est-ce que c'est qu'un obstacle? Qu'est-ce que c'est qu'un conflit socio-cognitif? Qu'est-ce que c'est que la situation problème? Un trame conceptuel. Et puis, qu'est-ce que c'est que le modèle didactique? Et enfin, qu'est-ce qu'on entend par la transposition didactique? Alors, je pense, et peut-être c'est sûrement que l'épreuve va se dérouler en langue française, donc ce n'est pas peut-être nécessaire d'avoir ceci en arabe parce que ceci va causer même une distance didactique, mais à titre de simplification, je vais une fois pour toutes donner les synonymes de ces concepts en langue arabe pour celles qui veulent approfondir leur recherche, mais je propose, je suggère également qu'il faut bien savoir et pratiquer ces notions à la nature, c'est-à-dire en langue française. Et donc, je vais faire la traduction une fois pour toutes. Alors, on entend par le contrat didactique نستعرف عليه باللغة العربية العقد الديداكتيكي ثم المتغير الديداكتيكي la variable didactique, représentation, conception,
التمثل أو التمثل الذهني, niveau de formulation d'un concept. الترجمة حرفية هي مستوى صياغة مفهوم, أقول مفهوم وليس أفهوم. C'est un concept et non pas une notion. وسنتعرف فيما بعد ما المقصود بهذه المستويات. obstacle تعني الحاجز. conflit cognitif الصراع السوسيو-معرفي. ثم الوضعية المسألة أو الوضعية المشكل la situation problème فيها أسماء مرادفة. trame conceptuelle الخريطة الذهنية إن شئتم الخريطة الذهنية. et puis le modèle didactique نموذج ديداكتيكي لكن سوف نوضح ما معناه. وأخيرا النقل الديداكتيك. Et donc, ce qu'on va voir ensemble, on va aborder à part chacun de ces concepts didactiques. Alors, pour le premier concept, à savoir le contrat didactique. Alors, c'est l'interaction entre l'enseignant et l'apprenant se forme de contrat implicite des obligations de l'un par rapport à l'autre en relation avec le savoir et le reste. Alors, peut-être je vais donner des explications. Alors, le contrat didactique, c'est d'abord, il faut insister sur le fait qu'il est implicite et ce n'est pas une loi, c'est une charte, en quelque sorte, qui relie qui souligne les attentes de l'enseignant aux élèves et réciproquement. Par exemple, si vous vous souvenez, dans une classe, on peut retrouver une charte de classe qui contient des clauses. Par exemple, il ne faut pas parler à ton collègue lors de l'explication. Pour sortir de la classe, il faut bien demander la permission. Ça fait partie du contrat didactique. Ça peut aller un peu plus loin en ce qui concerne les attentes des apprenants de l'enseignant. Par exemple, avant un examen survient, on va faire un examen ou bien un contrôle pour une fois passé au tableau, il faut bien expliquer à vos collègues ce que vous avez reçu. Des lignes comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le contrat didactique. Pour la deuxième notion, la variable didactique. Alors, une variable didactique, c'est un élément de la situation d'apprentissage qui peut être modifié par l'enseignant et qui affecte bien sûr la stratégie de solution en termes de coût, de validité, de complexité. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, un enseignant qui va proposer une équation ou bien une équation algébrique de premier ordre. Elle a le choix d'écrire, par exemple, résoudre dans R l'équation suivante. 3x plus 4 égale à 0. Je pourrais bien également proposer ceci. Résoudre dans R l'équation suivante. Il pourrait également la proposer comme ça. Attention, il s'agit toujours d'une première équation algébrique, d'une seule inconnue, une seule variable dans R. Et puis, regardez. Égal à 0. Alors, regardez qu'il s'agit bien d'une équation, en gros, d'une équation algébrique à une seule inconnue, en x, mais regardez les coefficients. Ici, on a des coefficients qui sont des antinaturels. Ici, ce sont des coefficients qui sont des rationnels. Et dans le troisième cas, ce sont des irrationnels. Et donc, on peut appeler ça les variables didactiques. C'est une variable didactique que l'enseignant peut choisir selon l'objectif qu'il cible.
De même pour une équation algébrique de second degré, on prend l'exemple général ax carré plus bx plus c. Alors, je peux bien changer ou bien attribuer ou bien donner des valeurs à respectivement à A, B et C pour trouver, pour préciser le signe du discriminant delta. Donc, pour un certain A et B et C, on peut bien trouver le delta strictement positif, le delta nul ou bien le delta strictement négatif. Et donc, la variable didactique dans ce cas est bien le triplet, valeur de A, valeur de B, valeur de C. Hein. Donc, j'espère que j'ai bien donné un exemple pour comprendre. La représentation ou bien la conception. Alors, l'acquisition de connaissances n'est pas la simple mémorisation d'informations fournies par l'extérieur, que ce soit un livre, un professeur. Alors, ces informations sont filtrées, interprétées et mises en relation avec des connaissances préalables. Alors, l'élève qui apprend ne photographie pas le monde, mais il le reconstruit, disons, à sa manière. Donc, à partir de ce postulat, le savoir n'est pas transmissible passivement, il est construit par l'élève à partir des expériences vécues dans son milieu. Et donc, l'élève a toujours disons, une interprétation personnelle interne des connaissances acquises dans une classe. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, en général, dans la géométrie, par exemple, voilà une représentation. 1,5 au carré, il y en a qui considèrent ceci comme c'est 1 au carré, virgule, la partie décimale au carré. Et donc, c'est une représentation. Mais j'aimerais bien donner une représentation plus claire. Par exemple, le sommet d'un triangle. Hein? On se donne un triangle. Alors, chaque triangle dispose en fait de 3 sommets. Mais celui-là, pour l'élève, constitue un sommet. Mais celui-là, il ne prend pas comme un sommet. Pourquoi ça? Parce que ça figure dans l'imagination de l'élève que le sommet il est toujours lié à l'exemple de sommet d'une montagne qui devrait être en haut. Hein. Voilà donc un exemple d'une représentation. Et bien évidemment, ces représentations, elles empêchent l'apprentissage. Hein, elles empêchent l'apprentissage. Le concept suivant, niveau de formulation d'un concept mathématique. Alors, il faut savoir d'abord ces 3 catégories des savoirs. Il y a les savoirs tout court. Par exemple, on appelle un triangle rectangle, c'est un triangle qui contient un angle droit. Ça, c'est un savoir. Alors, savoir-faire, pour montrer qu'un triangle est rectangle, on pourrait par exemple utiliser le théorème de Pythagore, c'est-à-dire vérifier ce que les longueurs vérifient l'équation a carré plus b carré égale c carré. Ça, c'est un savoir-faire. Hein. Et en ce qui concerne le savoir-être, lorsque l'élève trouve la solution, est-ce qu'il est capable de lui-même de dire, de prendre une décision, de dire est-ce que la solution qu'il a trouvée, est-ce qu'elle est correcte ou pas? C'est ça, en gros, les explications directes de ces 3 catégories de savoir, à savoir les savoirs et savoir-faire et savoir-être. Et bien entendu, l'ensemble de ces 3 lignes forment une compétence. Alors, pour les niveaux de formulation d'un concept, alors chaque catégorie a un niveau de formulation d'un concept. Par exemple, le premier niveau ici, c'est le niveau de la connaissance. Tout simplement, on connaît qu'est-ce que c'est qu'un angle, un triangle rectangle. Et puis, le niveau de la compréhension, c'est-à-dire on comprend pourquoi un triangle est rectangle. Et le 3e niveau, c'est le niveau de la solution d'un problème, c'est-à-dire on prévoit, l'élève prévoit qu'est-ce qu'il va faire pour montrer ce savoir. C'est-à-dire que notre triangle, il est rectangle. Savoir-faire, alors il y a aussi des niveaux.
Alors, le niveau de l'imitation, c'est-à-dire réappliquer, exploiter ce qu'il a déjà vu dans d'autres situations, hein. C'est-à-dire, attention, on ne dispose pas d'une seule forme d'un triangle rectangle, mais on pourrait bien avoir d'autres formes de triangle rectangle. Et donc, l'imitation de ce résultat dans une autre situation. Pour le niveau de coordination, c'est-à-dire, il faut bien relier les données, c'est-à-dire à la donnée des mesures de longueur de triangle. Par exemple, si on se donne les mesures 7, plutôt 7 et 4 et 2, on s'est bien entendu que la longueur de l'hypoténuse est bien 7, puisque c'est la plus grande valeur. Le niveau de l'automatisme, c'est à force de travailler ceci, est-ce qu'il y a disons, cet accès rapide à reproduire cette propriété. Et pour le savoir-être, alors il y a le niveau de la réceptivité, c'est-à-dire est-ce que c'est facile d'appréhender, d'admettre ceci, hein. Par exemple, dans le chapitre des nombres complexes, c'est difficile parfois à l'élève de comprendre facilement que i carré égale à moins 1. Pourquoi? Parce que dans sa culture en tant qu'élève, il a pas mal fois vu que le carré d'un nombre est toujours positif, et voilà, dans cette proposition, elle s'avère négative, ce qui est un peu difficile à admettre. Et puis, on a le niveau de la réponse. Est-ce qu'il prend beaucoup de temps, ou bien c'est rapide, ou bien c'est moyen? Et enfin, c'est le niveau de l'intériorisation des valeurs. Alors, ça, c'est autre chose. Alors, c'est la rapidité des valeurs. Ça rentre dans le cadre de la motivation. C'est-à-dire, est-ce que l'élève va résoudre la situation, mais pourquoi? Est-ce qu'il est motivé extérieurement ou intérieurement? Est-ce qu'il est motivé par la présence de l'enseignant, ou bien est-ce qu'il va résoudre la situation pour une conviction personnelle, par exemple, pour être le premier dans son... Voilà. Et puis, la notion suivante, c'est la notion d'obstacle. Alors, parler de l'obstacle, c'est généralement l'obstacle épistémologique, d'après Bachelard. C'est un didacticien, philosophe, épistémologue français. Alors, l'obstacle est lié toujours aux conceptions, appelées parfois représentations, ce qu'on vient de faire, de voir dans la diapositive précédente, avant-précédente. Et c'est lié aux conceptions des apprenants à propos des concepts à étudier, hein. Et bien entendu, ils peuvent bien être freinés, l'enseignement. Je vais donner un exemple d'obstacle. Alors, par exemple, l'erreur due au transfert d'une loi valable sur les nombres antinaturels sur les nombres décimaux. Par exemple, on a l'habitude d'entendre dans les classes, pour faire la multiplication d'un nombre par 10, plutôt d'un entier par 10, un entier naturel par 10, il suffit d'ajouter 0 à droite, hein. Si on multiplie par 10, on ajoute un 0. Si on multiplie par 100, on ajoute 2 zéros, ainsi de suite. Alors, ceci, c'est une règle que l'élève a l'habitude d'utiliser dans son activité, qu'il a l'habitude d'entendre ceci par le professeur, mais une fois qu'il rencontre les nombres décimaux, par exemple, il va réappliquer ce résultat. Regardez, c'est un nombre fois 10, il va ajouter un 10, mais ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas vraiment facile de convaincre l'élève qui a vécu avec cette erreur pour la nouvelle sonnerie. Donc, il s'agit bien d'un obstacle épistémologique. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Pour simplifier l'apprentissage de la soustraction, on dit aux élèves qu'il est impossible de soustraire un nombre plus petit que lui, hein. Pourtant, lorsque l'enfant confronté au collège, ils devront comprendre qu'en fait, cette opération, elle est possible.
L'élève devra donc abandonner l'ancienne organisation qu'il va adopter pour lui substituer une structure introduisant des ruptures. Donc, voilà là, ce qui concerne la notion d'obstacle. Le conflit socio-cognitif. Alors, dans le cadre de l'interaction sociale liée à la classe, parce que la classe, elle est toujours assimilée à une petite société, hein. Donc, une confrontation entre les conceptions divergentes des apprenants est provoquée par la situation proposée par l'enseignant. La situation pourrait être un exercice. Elle est ainsi amenée à reconsidérer simultanément ses propres représentations et celles d'autres pour reconstruire un nouveau savoir. Donc, c'est ça le conflit socio-cognitif. C'est tout simplement un élève qui n'apprend pas bien seul, il est dans une société d'élèves et donc on va voir une confrontation des savoirs et donc c'est ce qu'on appelle le conflit socio-cognitif. Pour l'enseignant, bien évidemment, c'est une occasion pour lui pour assurer ses enseignements, par exemple en proposant la question en l'ensemble des élèves dans une classe. Que pensez-vous, par exemple, de la réponse de votre collègue? La situation problème. Alors, dire la situation problème, dans la littérature arabe, on trouve parfois des glissements de traduction. C'est la même chose, on peut dire c'est la même chose. Donc, en classe, l'enseignant élabore une situation, bien évidemment, en fonction d'un objectif d'apprentissage. Par exemple, c'est l'objectif T du théorème de Pythagore. Alors, une situation que l'enseignant va concevoir, va proposer un exercice qui parle de cet objectif d'apprentissage. Alors, l'élève ne puisse pas atteindre la solution directement. Il s'agit de situations didactiques construites autour d'un problème à résoudre pour devenir tout simplement compétent. Et donc, devenir compétent, ça veut dire qu'il faut bien relier les trois phases. On a déjà vu le savoir-faire et le savoir-être. C'est ça, disons, la situation problème. Alors, en d'autres termes, la situation problème, ce n'est pas une activité, disons, préalable, intermédiaire. Ce n'est pas un exercice simple, en d'autres termes. Voilà quelques-unes de quelques-unes de ces caractéristiques. Elle est nouvelle pour l'élève et bien sûr, elle possède un contexte. Elle doit être ouverte. Il n'admet pas de solution explicite, c'est-à-dire ne devrait pas être vraiment simple, hein. Voilà donc explication très simple de situation-problème. Dire situation-problème, ça va référer dans la littérature à la théorie des situations didactiques de Brosseau. Brosseau, c'est un didacticien français fondateur de cette théorie. Puis, on a le trame conceptuel. Alors, une trame conceptuelle est un graphique constitué par un ensemble de boules contenant une définition ou bien une explication pour chaque concept mathématique, bien sûr, pouvant être lus indépendamment et reliés entre elles par des flèches, si vous voulez. Voilà donc un exemple. Regardez, c'est un dessin, c'est un graphique. Alors, la fraction, si vous voulez, c'est une carte mentale qui fait, pour faire la division, voilà la flèche, on fait ceci. Pour faire la multiplication, on devrait faire ceci. Attention, le A s'appelle un numérateur, le B s'appelle un dénominateur, et ainsi de suite. Donc, c'est ça, trame conceptuelle. Le modèle didactique. Alors, le modèle didactique, il comporte trois phases. Alors, la phase d'immersion contextuelle ou bien de la familiarisation, et puis la phase de conceptualisation et la phase de réinvestissement. Alors, dans une science, par exemple, pour de l'enseignement, il y a un temps, hein, un temps didactique. Et ce temps didactique, il est composé en gros de trois phases. La première phase
où l'enseignant, par exemple, prononce qu'est-ce que c'est qu'un triangle rectangle. Alors, on appelle un triangle rectangle le triangle qui a un angle droit. Et puis, la phase de conceptualisation, un angle droit, ça veut dire, attention, on ne devrait pas se contenter à des triangles dont les mesures ne dépassent pas, par exemple, 3 cm. On peut bien faire, l'élève faire la conception que le triangle peut avoir vraiment 3 km comme longueur pour l'hypoténuse et ainsi de suite. Le positionnement, ce n'est pas le même, le sommet, ce n'est pas le même. Donc, c'est une conceptualisation. Et puis, la phase de réinvestissement, c'est la partie où on va faire, disons, des exercices ou bien appliquer le théorème de Pythagore. Alors, en gros, la première phase, c'est vivre, sentir, exprimer. Et la deuxième phase, c'est chercher une stratégie ou bien relever un défi ou bien réussir. Et enfin, la troisième partie, c'est s'entraîner ou bien faire une preuve. C'est ça, en gros, le processus de modèle didactique en 3 phases. La transposition didactique. Alors, il y a aussi un concept très, très important pour ce qui concerne les notions de base de la didactique, des mathématiques, et c'est le triangle didactique. Alors, tout simplement, ce triangle, il est composé de 3 pôles, dont le premier est l'enseignant, l'apprenant, et puis les savoirs. Alors, vous savez que les savoirs savants, les savoirs mathématiques que vous avez déjà vus à l'université, sont transmis sont transmis par l'enseignant à l'élève. Et donc, bien évidemment, on ne va pas parler d'une loi de commutativité ou bien d'une loi de composition interne, mais l'enseignant doit faciliter. C'est d'ailleurs la tâche des manuels scolaires, par exemple, et ceci est appelé une transposition didactique. C'est une transposition didactique, c'est-à-dire rendre les savoirs savants à l'université accessibles au niveau scolaire par l'enseignant, c'est ça. Le contrat didactique, voilà un petit rappel, il relie les 2 pôles, enseignant-apprenant, on a déjà parlé de ceci, et on peut même parler de la démarche didactique, c'est entre les savoirs et l'apprenant. On peut également parler des obstacles ou bien liés aux représentations. Donc, c'est un triangle, si vous voulez, qui récapitule un ensemble de notions qu'on a déjà vues. Voilà donc pour cette première séquence, on a fait le tour de l'essentiel des concepts. On se donne peut-être rendez-vous à la deuxième séquence dans laquelle on va attaquer un deuxième volet. Vous pouvez toutefois voir pour ceux et celles qui veulent creuser en plus en didactique, il y a des vidéos que j'ai postées dans cette chaîne Réflexion didactique des mathématiques. Donc, à la prochaine et surtout, très bonne chance.